Alors, Silvano Santini. Mais d'abord, merci Lynn et merci au Sporabol de m'avoir invité. Moi, je n'ai pas de pratique artistique, c'est plutôt des pratiques théoriques et des pratiques de lecture. Donc, je vais me contenter aujourd'hui de faire ce que je fais un peu à Spirale, donner peut-être l'envie de lire certains livres si vous ne les avez pas déjà lus. Et donc, c'est des livres de théoriciens qui parlent de ces questions-là, les questions d'interaction entre les images et la conscience imageante. Donc, c'est ces deux livres-là, celui du docteur Rama, sur les membres fantômes, qui a quand même été assez important pour Bernard Andrieux, entre autres, mais aussi quelqu'un d'un peu plus vieux, qui gagne à être connu et il y a un renouveau un peu des études pour lui. C'est Gilbert Simondon, donc un théoricien des années 50, 60. Je vais vous présenter Imagination et Invention. Donc, c'est autour de ces deux lectures-là. Je vais essayer de vous donner un peu l'envie de les lire et de reconsidérer ces interactions avec les œuvres à partir de ces deux penseurs-là. Il faut tout de suite remettre en place un peu leur perspective à ces deux théoriciens. Il y en a un, c'est un neurologue quand même. Il connaît très peu de choses sur la culture, mais il s'intéresse beaucoup. C'est très intéressant, Dr. Rama, ses avancées vers les membres fantômes. Une chose qui est sûre, et moi, ce qui m'a amené à lire ces deux livres-là, c'était un peu de me distancier avec ce que j'avais reçu comme culture, c'est-à-dire la phénoménologie. Donc, on approchait toujours les arts, surtout les images aussi, d'un point de vue phénoménologique, et c'est-à-dire donc comme le centre des images, c'est la conscience imageante dans le sujet. Donc, les images se forment nécessairement dans la conscience et dans le sujet. Je voulais voir s'il n'y avait pas justement d'autres théories, et il y en a plusieurs autres, dont celle du docteur Rama, celle de Gilbert Simondon aussi. Non, pas du tout. Les images naissent pas uniquement dans le sujet, dans la conscience imageante. Les images naissent également dans les objets, dans les milieux, dans les environnements. Donc, c'est pas vrai que toute l'intentionnalité imageante naît de l'individu ou à l'intérieur de lui. Les images sont déjà construites et c'est toujours dans une interaction avec le sujet qui les reçoit, qui les perçoit, que l'image prend sa forme complète et progresse et se développe. Donc, c'est ce qui m'intéressait plutôt, c'est comment d'un point de vue plutôt théorique, me séparer un peu de la phénoménologie et de comprendre véritablement la production des images dans cette interaction entre la conscience et les objets extérieurs. Donc, sur ce point-là, ils ont beaucoup de choses à dire, le docteur Rama et Gilbert Simondon. Pour Gilbert Simondon, par exemple, les images ont une vie, c'est des quasi-organismes complètement hors du sujet. Pour lui, c'est très clair, c'est très peu phénoménologique et il est à l'époque de Sartre, qui développe justement cette idée de conscience imageante, et Merleau-Ponty. Il s'oppose très ouvertement à Sartre et à Merleau-Ponty dans les années 60. Donc, je vais commencer avec le docteur Rama. Ce qui est intéressant dans le docteur Rama, c'est vrai que, comme tu l'as dit au tout début, il s'intéresse aux membres fantômes. Donc, c'est un neurologue qui veut guérir des gens qui ont véritablement des problèmes, disons, avec un problème absent, si on veut, donc des chatouillements, des douleurs à un membre qui est complètement disparu, qui est plus là, qui n'existe plus, mais des douleurs parfois atroces. Et lui, il a travaillé avec quelque chose de très basique. C'est pas du tout, c'est une réalité augmentée, mais dans une boîte de carton puis un miroir, c'est tout. Donc, tu l'as très bien expliqué, c'est-à-dire que la personne qui souffrait de son membre, lorsqu'elle revoit le membre réapparaître, la douleur pouvait s'atténuer et au bout de quelques mois, véritablement disparaître pour certaines personnes. Donc, le docteur Rama, ce qu'il s'est dit, parce qu'il fait quand même plus, il veut guérir des gens aussi, mais il s'est quand même intéressé à la chose. Il dit comment ça, c'est si facile berner le cerveau. C'est vraiment une boîte de carton puis un miroir, puis là, pouf, tout devient changé dans le cerveau par une production d'images qui a été créée par, finalement, une bricole qu'on pourrait trouver, un matériel qu'on pourrait trouver au Dollarama, finalement, à peu près. Donc, il s'est intéressé à ça, il a continué un peu ses recherches sur comment ça se fait, comment ça marche la perception, finalement, parce qu'on reçoit des données
des données optiques là, très concrètes, mais finalement, ce qui s'est aperçu, c'est que ces données-là sont assez marginales, les données concrètes qu'on reçoit. On s'emploie à remplir ces données-là de toutes sortes d'autres données qui, elles, proviennent, évidemment, de tout un rapport avec le milieu et son environnement. Donc, il s'est intéressé très, très particulièrement à ce qu'on appelle les taches aveugles. Ce sont des maladies de l'œil où on perd carrément une portion de la visibilité là, optique, une portion optique. Dans certains cas, 50% de la vision est complètement disparue. La personne ne voit plus là, 50%, ne reçoit plus de données optiques dans l'œil visuel. Pourtant, ces gens-là voient dans ces parties-là, dans ces taches aveugles. Donc, manifestement, le cerveau fait un travail, fait le travail et remplit ces portions-là. Donc, c'est intéressé à ça. Au cas extrême, bon, dans un cas, dans la plupart des cas, les gens remplissent comment ces portions aveugles. Ils les remplissent en fonction des données de leur environnement immédiat. S'ils sont dans un bois ou sur une pelouse ou dans des montagnes, on va remplir avec du vert, avec un peu de brun. On va recomposer. Le cerveau recompose en fonction de son environnement, recompose les images, recompose les paysages, tout ça. Le docteur Rama, lui, s'est intéressé plutôt à des gens qui ont des hallucinations, c'est-à-dire qui remplissent ça avec complètement des images incohérentes qui n'ont aucun lien avec l'environnement immédiat et dont... et c'est très drôle parce que c'est des images de la mémoire qui reviennent souvent de l'enfance. Il y a beaucoup de gens qui remplissent ces zones-là avec des images de dessins animés qu'ils ont vus à leur époque, des animaux. Donc, c'est très drôle, ces histoires qui nous racontent. Il y a beaucoup d'humour en plus. C'est le fun à lire. C'est de la publication vulgarisée. C'est chez Odile Jacob, c'est ce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Docteur Rama, ses travaux là, plus scientifiques, ses articles, mais ce qu'on peut lire dans le fantôme intérieur, c'est une version très vulgarisée avec énormément d'anecdotes comme ça. Mais il en est venu à développer l'idée que finalement les images mentales, c'est pas vraiment tout à fait un écran intérieur qu'on a. Donc l'idée d'image mentale, il veut vraiment, il la repousse vraiment du côté ce qui avait vraiment fait, comment je pourrais dire, c'est un concept de la phénoménologie très important. Et la question aussi de la persistance rétinienne, c'est un autre concept qu'il met de côté, la persistance rétinienne, ce serait véritablement ce 25e de seconde qu'on reçoit dans l'œil. C'est comme ça qu'on perçoit le mouvement, comme une impression photographique, ça aussi, mais vraiment ça de côté. Ils disent on hallucine beaucoup plus le réel qu'on le voit. Et ça, c'est démontré par les témoignages, selon lui. Et on remplit ça par quoi? Par toutes sortes de scénarios, de scénarios et d'interactions qu'on a eues préalablement avec le réel ou qu'on a vu, qu'on a expérimenté à travers des œuvres, etc., etc. Donc, on construit beaucoup plus ce qu'on voit. Là, je ne vous vois pas. Là, je suis en train de vous halluciner. ou presque, mais on construit beaucoup dans cette construction perceptuelle, on construit beaucoup cette perception qui vient d'interaction avec l'environnement préalable et qu'on a maintenant en nous. Donc, c'est très intéressant pour comprendre toute cette dynamique et comprendre finalement à quel point on participe, comment je pourrais dire, notre vision et notre perception, elle est entièrement instruite, elle se poursuit à travers le temps et à travers nos expériences. Ce sont des expériences des fois rémanentes là, de plusieurs décennies qui peuvent revenir remplir et jouer un rôle dans nos perceptions immédiates, selon le docteur Rama. Il aurait dû lire à l'époque, en sémiologie, on avait développé dès les années 70 toutes sortes de concepts autour de la réception d'œuvres littéraires. Je ne sais pas si vous connaissez, Umberto Eco a développé cette idée que finalement, comment on arrive
à comprendre un récit. Il y a plein de trous, il y a plein de tâches aveugles dans un récit. Finalement, le lecteur remplit beaucoup ce récit-là pour lui donner du sens. Hein. Et par quoi? Ça passe par des hypothèses, des scénarios. Ça ressemble beaucoup, hein, la théorie d'écho à celle de Ramachandran, mais là, non pas en études littéraires ou sur la lecture, mais dans la perception visuelle. Gilbert Simondon fait, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Lui, il s'intéresse beaucoup plus. Disons que le principe est le même, c'est-à-dire qu'on construit beaucoup notre perception en fonction de notre expérience de milieu et notre expérience d'environnement. Et ce qui l'intéresse beaucoup, lui, c'est cette perception intra-perceptive ou proto-perceptive. Selon ses recherches et ce qu'il nous dit, c'est que notre perception, on la remplit certes par des scénarios connus, des hypothèses, mais on la remplit également par des capacités motrices du corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les images qu'on reçoit et que l'on traite et qu'on introduit dans notre expérience sont attribuables à des capacités motrices, hein, comme bouger, reculer, marcher, avancer, sauter, et même il y a des développements de très beaux développements sur la capacité du corps à voler et comment il est facile pour l'humain de produire des images de vol, de s'imaginer voler, puisque c'est une des capacités sensorimotrices du corps de pouvoir s'imaginer et avoir une capacité d'envol, etc. Donc, ces capacités motrices, hein, pour Simondon, c'est ce qui, d'une certaine manière, vient compléter, hein, la perception d'images de toutes sortes de natures, hein, d'images virtuelles, numériques ou d'images plutôt concrètes et réelles de l'extérieur. Bon, il y a toute une théorie, là, si vous vous engagez dans cette lecture de Imagination et invention de Simondon, il y a toute une théorie de cette genèse des images à partir de ces capacités que nous avons motrices, des capacités affectives et des capacités aussi cognitives, qui fait en sorte, hein, que toutes ces images qu'on embrasse ou toutes ces données perceptuelles qu'on embrasse et qu'on complète au moment de visualiser une œuvre, hein, puisqu'on est en art, donc une œuvre visuelle, elles sont remplies par ces données-là. Je t'écoutais, hein, sur la capacité de souffler, hein, sur ce corps. Il y a quelque chose qui pourrait, à mon avis, se traduire, hein, dans ces données pré-perceptuelles chez Simondon. Donc voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin, là, sinon je rentrerais dans des points de détail là, qui pourraient nous permettre, qui nous feraient avancer beaucoup trop loin dans la théorie et qui ferait que je parlerais pendant 3 ans, et non pas 15 minutes. Donc, je vous laisse là. Je vous laisse sur ces considérations-là. Donc, si vous avez l'envie de connaître ou si vous ne les connaissez pas déjà, c'est véritablement des références qu'on retrouve de plus en plus. C'est des références vraiment, et là, il faut le dire, ce n'est pas un point de détail, celui-là. C'est vraiment des études qui s'inscrivent, peut-être pas en faux, mais qui complètement à côté de la phénoménologie ou complètement dans une autre perspective que la phénoménologie des images. Voilà. Merci. Merci beaucoup.